Merci beaucoup. Alors, après ce témoignage, j'allais dire quand même assez passionnant du cas Hermès, et qui, je pense, nous a tous enfin, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. On va continuer dans cet après-midi où on essaye de regarder comment les entreprises familiales, finalement, sont la version peut-être moderne, mais qui avait anticipé sur tout ce qui est en train d'arriver. On parle beaucoup de la RSE, on parle beaucoup aujourd'hui de cette implication des parties prenantes, et on s'aperçoit que dans le monde de l'entreprise familiale, ça fait réellement partie de l'ADN. Le cas d'Éric de Seynes, la façon dont il l'a raconté, je pense, était assez édifiante. On va avoir deux autres exemples, et avec Sophie Lacoste, qui est à ma droite, qui est la coprésidente chez Création Fusalp. Oui, bonjour. Chacun connaît. Maintenant, il y a des magasins, il n'y en avait pas avant votre arrivée. Et donc, un groupe dans le skiwear, comme on dit. On va parler avec vous. Alexandra Mathiolon, vous êtes directrice générale chez Serfim Group. Bonjour. Alors, vous, ça n'a rien à voir, mais tout autre secteur, effectivement. Vous êtes partie de l'électricité, vous faites quasiment tous les réseaux jusqu'au télécom. Vous êtes dans les travaux publics, vous faites des routes. Et les métiers de l'environnement. Et les métiers de l'environnement, évidemment, aujourd'hui, à l'honneur dans la transition écologique. À vos côtés, vous avez Bertrand Rambaud, qui est le président du groupe Ciparex. Bonjour. Qui travaille donc dans le capital investissement, on va dire, parce que parfois on dit capital risque. Mais vous préférez quoi? Capital investissement. Capital investissement, c'est mieux. Et enfin, David Intins, vous êtes Intins peut-être, pardon. Intins, tout à fait. Intins, excusez-moi. Vous êtes le président de Bred Banque Privée. Alors, peut-être pour commencer, directeur général, pardon, CEO. Combien est CEO? Moi, je dis président maintenant, mais il faut que j'arrête. Donc, pour commencer peut-être avec vous, Sophie Lacoste, j'aimerais que vous nous racontiez, parce que c'est intéressant, c'est l'histoire d'une reprise après une reprise. Vous avez repris Fusalp, qui avait été fondé, non pas par votre famille, qui avait déjà été repris par une personne qui s'appelle, je crois, Joël Glaise. Et vous aviez donc, Lacoste avait été vendu. Et vous êtes parti reprendre cette entreprise. C'était un peu dans le même univers. Pourquoi avez fait ce choix? Et vous l'avez fait donc en famille également, et avec quelqu'un qui était un salarié de chez Lacoste. Oui, tout à fait. On a racheté Fusalp 1 an après la vente de Lacoste, avec mon frère Philippe, avec ma belle-sœur aussi, qui est la directrice artistique de Fusalp, qui avait travaillé toute sa vie chez Lacoste avant, et puis avec Alexandre Fauvet, qui était également cadre dirigeant chez Lacoste et qui s'est associé avec nous. Donc mon frère et moi sommes coprésidents, ma belle-sœur directrice artistique et Alexandre Fauvet, CEO. Et alors ce choix-là particulier, vous êtes tous actionnaires. Comment est-ce que vous organisez la gouvernance dans une reprise de cette nature où vous êtes en famille, mais vous n'êtes pas les créateurs de l'entreprise, et vous êtes en plus avec des gens qui étaient vos anciens salariés d'une certaine façon? C'est particulier comme choix, ça correspondait à une volonté de... Non, c'était un choix très volontaire. Alors Alexandre, qui s'est associé avec nous, on avait une relation vraiment très proche, on avait beaucoup travaillé ensemble avant, donc c'était une vraie volonté de continuer cette aventure. Et on travaille, alors évidemment, on a chacun nos rôles. Lui est opérationnel, nous on est coprésident du conseil d'administration, donc c'est un rôle plus stratégique, même si on travaille beaucoup sur l'encadrement, hein, c'est une PME, donc on vient pas une fois tous les 3 mois regarder les comptes, c'est vraiment actif. Mais notre mode de pensée, c'est vraiment le travail d'équipe. Nous, on vient du sport, hein. Voilà. Donc on aime la compétition, on aime l'émulation et on aime travailler ensemble. Donc quoi qu'il arrive, on ne prend pas une seule décision si tout le monde n'est pas d'accord avec. Il n'y a pas de majorité, c'est un groupe collectif, et on fait très attention aux 4 dirigeants qu'on recrute pour vraiment avoir cet esprit d'équipe et qu'on avance tous ensemble. Alors ce qu'on disait, on parlait avec Hermès de luxe ou pas luxe, qualité. Comment vous définiriez Fusalp? On voit les magasins qui fleurissent quand même. Il y en a, je crois, je ne sais pas combien, 100. Il y a une soixantaine de magasins. 60. Oui. Quand vous êtes arrivé, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Déjà, ce choix d'aller sur le terrain, d'aller dans les villes, de montrer les produits, c'était une vision que vous aviez, qu'il fallait transmettre finalement la qualité de l'équipement sportif dans la mode? Complètement, mais c'est dans l'air du temps. On a besoin de vêtements qui soient faciles, qui aident la mobilité, qui vous aident, dans lesquels vous vous sentiez beau. Vous pouvez prendre un Vélib, être protégé, respirer, et en même temps aller à votre rendez-vous de manière très élégante. Et c'est ça qu'on a voulu montrer. Fusalp, c'est une marque on peut qualifier de sport chic, de luxe, très certainement. Et on a vraiment cru dans le potentiel, on a eu la vision de
de la capacité de Fusalp à entrer dans la vie des gens dans plein d'occasions de la vie, pas juste dans le ski, et profiter justement de ces vêtements très durables. Nos vêtements sont garantis pendant 5 ans. On a une réparabilité à la vie. Donc pour moi, quelqu'un qui achète une veste doit la transmettre à son petit-fils. Déjà dans le long terme. Voilà, autant en termes stylistiques, il faut que ça soit intemporel et il faut que la qualité soit au rendez-vous. Et quand on fait des produits comme ça, on est très heureux, on est très fiers et ça a une capacité à plaire aux gens. Est-ce que vous vous définissez comme une entreprise familiale aujourd'hui ? Oui, on est une entreprise familiale parce je pense qu'on a les valeurs d'une entreprise familiale. Nous, on est nés dans une entreprise familiale, donc on voit le projet entreprise un peu avec les valeurs qu'on nous a transmises, qui évidemment sont modernisées, mais c'est vraiment... Moi, j'adore vendre des vêtements, j'adore le produit, c'est très joyeux, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment de construire ce projet d'entreprise. Comment faire une entreprise qui est en forte croissance. On l'a racheté il y a 8 ans, il y avait 30 salariés, on en a 280 aujourd'hui, donc c'est quand même beaucoup de recrutement tous les ans à notre échelle. Et donc, comment on fait pour construire une culture d'entreprise qui nous ressemble, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir quelque chose qui porte les valeurs qui m'intéressent et les transmettre. Et une des façons de faire, c'est l'engagement. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour l'engagement, pour créer justement cette... Alors pour l'engagement, on fait différentes choses. Évidemment, on travaille sur la RSE. Vous en avez parlé, ça fait partie du cœur de chaque fiche de poste, surtout dans le textile. On est vraiment extrêmement proactif pour avancer, pas à pas, mais avancer. Donc on a toute une catégorie de programmes là-dessus. On s'engage en termes de philanthropie aussi. On a un projet collectif de philanthropie où les salariés sourcent des projets, les associations pitch et les salariés votent pour les associations qui sont soutenues. On soutient aussi des jeunes sportifs, évidemment, et puis on travaille beaucoup sur la cohésion, sur le management, sur plein de choses qui font que les talents qui nous rejoignent ont envie de rester. Et donc, d'une entreprise qui n'a pas été créée par vous, vous faites une entreprise familiale. Évidemment. S'inscrit dans la durée, c'est ça le projet. Alors, on va parler d'une autre entreprise familiale qui va avoir en 2025 150 ans. Elle s'appelait Serpollet quand elle a été créée initialement en 1875. Alexandra Mathiolon, parlez-nous un petit peu du groupe Serfim, parce que alors, vous faites beaucoup de métiers, une dizaine. Effectivement, Serfim aujourd'hui, c'est une ETI indépendante, un actionnariat qui est familial et managérial. On est 2600 collaboratrices et collaborateurs. ETI. Belle ETI. On va faire à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Et des métiers effectivement 40 entreprises différentes, diversifiées. Oui, une quarantaine d'entreprises. Donc on a gardé les noms des marques comme la marque historique, je dirais, de Serpollet. Mais voilà, aujourd'hui on déploie les réseaux d'électricité, de chauffage, de fibre optique pour rester connecté. On va réparer aussi les tunnels pour la mobilité ferrée. Dans l'électricité, votre premier client c'était ce qui est devenu Enedis. Tout à fait, évidemment. Donc vous êtes dans la transition écologique. Vous êtes au cœur. À la fois énergétique avec ces sujets, écologique avec, donc je le disais, la dépollution des sols et de l'eau pour que la vie reprenne ses droits, le recyclage des déchets pour en faire de nouvelles ressources. Et plus récemment, on s'est lancé dans les énergies renouvelables en 2018 avec le photovoltaïque. C'était ma formation et une envie forte pour moi en arrivant à l'entreprise d'amener cette transition énergétique et environnementale. On avait des métiers en fait qui étaient déjà très présents sur ces sujets extrêmement diversifiés. Alors, ce qui est très intéressant dans votre groupe, c'est quand même une grosse ETI, on le disait, 500 millions de chiffre d'affaires. Il est 100% indépendant. La famille a 75% et les salariés ont 25%. Ça, je dirais, c'est pas banal, c'est quand même assez particulier. Je pense qu'effectivement, on est... si vous êtes les seuls, mais alors, on est assez atypique, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Donc, c'est un modèle auquel on croit beaucoup, qui avait été mis en place par mon père, donc Guy Mathiolon, il y a déjà quelques années. Et on croit beaucoup à ce mixte-là, en fait, d'actionnariat familial et salarial pour la pérennité de l'entreprise. Je pense que voilà, c'est dans les éléments qui contribuent aussi à l'engagement des collaborateurs. Donc, c'est un modèle, je pense, qui contribue à cette vision de temps long. Et alors, vous êtes dans le moment de la transmission aussi, puisque au 1er janvier 2023, vous êtes directrice générale, vous allez devenir présidente, bravo. Merci. Et votre père donc va vous céder les rênes. Ça fait quoi? C'est vertigineux ou alors on est vraiment préparé? Alors, on a bien anticipé et bien préparé les choses ensemble. Je pense que pour le coup, mon père a su anticiper il y a déjà plusieurs années. On s'est préparé, on s'est assuré que c'était déjà
une vraie volonté de ma part par rapport à l'engagement humain des collaborateurs par rapport au métier de Serfim, et c'est profondément le cas. Une volonté évidemment de sa part, et en fait on s'est aussi rendu compte qu'il fallait qu'on construise un vrai projet familial. On a travaillé donc avec Family & Co pour inclure au-delà en fait de juste mon père et moi, évidemment l'ensemble de ma famille, mes 2 sœurs, ma mère et plus largement notre écosystème, pour vraiment anticiper les choses. Et puis aussi... Vous êtes la seule de la famille, à part votre père, qui étiez dans l'entreprise, vos 2 sœurs. Oui. Donc elles sont donc administratrices. On s'est toutes formées à la gouvernance pour être des administratrices, je dirais, impliquées et engagées. Et donc elles me soutiennent sur la stratégie de mise en place, et aussi par rapport aux collaborateurs, on a énormément communiqué. On a beaucoup communiqué en interne de manière le plus tôt possible, voilà, pour partager. Alors, ce qui est intéressant dans le cas, je ne les connais pas, on ne se connaissait pas d'ailleurs avant, mais vos 2 sœurs ont choisi des voies très différentes. Elles se sont dit, c'est bien qu'il y ait une des sœurs, une fille, donc qui aille quand même, il faut aller au charbon pour prendre les rênes d'une entreprise. 40 entreprises, 500 millions de chiffre d'affaires, 2600 personnes, c'est impressionnant. Elles m'ont confirmé toute leur confiance. On a, dans le cadre de ce parcours je dirais qu'on a fait, cet accompagnement avec Family & Co, ça nous a vraiment permis justement de bien voir, bien s'assurer en fait qu'on soit aligné, parce que l'enjeu de la communication au sein d'une famille est aussi importante. Donc l'objectif, c'était vraiment 2 choses. C'était évidemment la pérennité de l'entreprise, mais aussi l'harmonie familiale. Voilà, on a une famille nombreuse et on a envie de pérenniser cela aussi. Donc voilà, on en a beaucoup parlé. Elles étaient effectivement heureuses et très attachées aussi à l'entreprise pour préserver cela. Madame la Présidente, bientôt, vous préparez les 150 ans. Comment on envisage la préparation des 150 ans de cette entreprise ? Eh bien, avec, j'allais dire, à la fois une continuité et des changements. On a toujours cherché chez Serfim à grandir sans grossir. C'est une expression toute simple, mais ça montre... Je disais Hermès tout à l'heure. Voilà. Ce sera la formule de la soirée et de la journée. Et bien vraiment, ça nous permet de créer aussi des métiers qui ont profondément du sens aussi pour nos collaborateurs. Il y a une dimension humaine qui est très forte, j'en parlais, déjà par la sécurité et la prévention sur nos chantiers, qui est un de nos enjeux. On avait une feuille de route toujours plus ambitieuse sur ces sujets. Et puis la dimension de faire grandir aussi nos collaborateurs par la formation continue, beaucoup d'alternance dans nos métiers. On a 6% d'alternance, et presque encore plus impressionnant, on a 600 personnes issues de l'alternance dans les 2600 collaborateurs de Serfim. Donc c'est un modèle auquel on croit. On les engage aussi de manière similaire sur notre fonds de dotation Serfim Mécénat pour qu'ils nous proposent des projets. Et puis vous avez même aidé des réfugiés à oui, on a des programmes à trouver un métier. Effectivement, on a des programmes avec des associations qui travaillent pour faire découvrir des métiers aux réfugiés. C'est quelque chose qu'on fait toujours régulièrement, et avec des programmes qui nous permettent d'engager à peu près 50% des personnes présentes. Donc c'est vraiment de beaux programmes. Et puis aussi sur j'allais dire l'avenir, c'est aussi fortement par rapport à la transition énergétique et environnementale. On avait ces métiers qui étaient très forts sur ces sujets, mais j'avais envie qu'on lève les curseurs et qu'on se dise aujourd'hui on est toujours dans une situation où il faut encore changer des choses. Et j'ai pu rejoindre un collectif, celui de la Convention des entreprises pour le climat, donc 150 entreprises qui sont assemblées. Oui. Très bien. Et en fait, justement, il y avait un lien avec j'allais dire, la dimension familiale des entreprises, parce qu'en fait, on se rendait compte que les entreprises familiales avaient les moyens de faire la différence sur ces sujets, donc un peu plus de responsabilité et de pression par rapport à cela. Et du coup, on a donné une vision. Donc, on intègre notamment la notion de régénérer le vivant, de la biodiversité. Et ma vision, c'est vraiment de réparer et développer des infrastructures essentielles, un mode de vie qui doit être sobre, mais tout aussi désirable, accessible à tous, avec le moins d'énergie, moins de ressources possibles, dans un principe de circularité. 2 entreprises familiales différentes, dirigées par des femmes. Donc c'est aussi là où le choix est quelque part, j'allais dire, l'ADN de la tribune, que de donner la parole à des dirigeantes. Peut-être sur cette notion d'entreprise citoyenne, Sophie Lacoste, avant d'écouter les 2 messieurs, vous avez peut-être une réaction. Est-ce que vous sentez aussi cet engagement
le fait d'être une entreprise familiale à l'égard de la société? Oui, bien sûr, et à l'égard du réseau local aussi. C'est-à-dire que nous, on est basé à Annecy. Territoire, voilà, du absolument, votre territoire, c'est d'Annecy. extrêmement important. Et d'être un acteur très important sur beaucoup de niveaux, autant au niveau évidemment économique, qu'au niveau associatif, qu'au niveau politique aussi, être en lien avec la région, le département, pour vraiment comprendre le monde dans lequel on vit et avoir des actions concrètes vis-à-vis de notre écosystème. On est aussi très engagé sur les associations d'accueil des personnes en situation d'exil. Donc on essaye d'apporter notre pierre à chaque fois, d'engager, de prendre aussi beaucoup d'alternants sur des publics moins proches de l'emploi et d'amener vers notre univers, nous, du textile, du luxe, des gens qui y sont un peu éloignés. Et ça, je pense que c'est très important aussi pour penser le travail que les jeunes ont beaucoup de mal à envisager sur le long terme, localement. Merci beaucoup. Alors, Bertrand Rambaud, peut-être, vous pourriez réagir. On voit 2 cas d'écoles d'entreprises familiales très différentes. Et vous, votre métier, mais visiblement, on n'a pas eu besoin de vous dans ces 2 cas, c'est les fonds d'investissement. Alors, parfois, on les voit comme le grand méchant loup, j'allais dire. Mais en fait, expliquez-nous vos métiers et qu'est-ce que vous pouvez apporter et qu'est-ce que vous avez déjà fait, vous, Syparex, pour accompagner et que les entreprises familiales grandissent sans grossir. Très large question. Alors on a en présentant déjà Syparex pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Syparex, suffisamment. C'est un intervenant historique de ce métier du capital investissement. On a plus de 40 ans d'existence dans ce business. On a accompagné plus de 1000 entreprises, et dont la moitié familiale. Donc c'est vraiment notre ADN, notre colonne vertébrale. Et en quelques mots, aujourd'hui, on gère un peu plus de 3,5 milliards d'euros et on s'adresse à la fois aux sociétés innovantes, à travers une marque assez connue qui s'appelle Xange. Nous avons la fierté d'avoir 4 licornes à notre actif, malgré la baisse de la valorisation des sociétés technologiques. On a un pôle dans la transition énergétique, et puis on a un pôle d'accompagnement des PME et des ETI en capital et en mezzanine. Alors, qu'est-ce qu'on apporte? Alors, à ma place, tout à l'heure, il y avait Patrick Martin. Je suis arrivé à le convaincre à rentrer à son capital. On est resté, je crois, 10 ans à ses côtés. À ma droite, il y a Alexandra Mathiolon. Son père, je ne suis jamais arrivé à le convaincre. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, parce que je le connais depuis très longtemps et je ne doute pas que mes équipes seront meilleures que moi pour convaincre. Alors, non, mais je rebondis. Alors, comment on convainc? Comment on convainc? Comment on convainc? D'abord, il faut qu'il y ait un besoin. Un besoin de financement, d'une transmission, d'une sortie d'actionnaires minoritaires, de financement d'acquisition. Enfin, c'est ça notre business. C'est apporter des fonds propres pour de la croissance, assurer de la transmission. Donc voilà, donc il faut qu'il y ait un fait générateur financier. Mais aujourd'hui, ce métier a énormément évolué. Ce métier en France, il est encore jeune, il a tout juste 50 ans. Et notre métier, moi je dis souvent que d'un spectateur attentif, je force un peu le trait, il est devenu un acteur très engagé aux côtés des dirigeants. Et donc, il y a toute la partie, alors qu'on appelle aujourd'hui extra-financière, mais aider ces sociétés, qu'on soit minoritaire ou majoritaire. On est majoritaire dans 50% des cas de ce que nous faisons, et même dans des sociétés familiales. Et donc, c'est accompagner en restant à notre place, mais sur les sociétés à se transformer, à faire des croissances externes, à se développer à l'international, être un peu, puisque vous êtes, je dirais, en tant qu'actionnaire familial autour d'un CEO, nous, de l'être en tant qu'actionnaire financier avec cette expérience qu'on a d'avoir vécu toutes ces histoires d'entreprises qui ont plein de points communs, mais qui sont évidemment toutes extrêmement différentes les unes des autres. Alors, si on regarde aujourd'hui, parce que tout ça, c'est notre histoire, si on regarde un peu les grands enjeux, le monde financier change, voilà, on le sait tous, les taux remontent, l'environnement risque d'être un peu plus compliqué en 23, c'est la vie, ça sera meilleur derrière. Et je crois que notre rôle sera encore plus important demain pour financer cette transition énergétique, qui représente des montants absolument considérables. Pour accompagner l'extra-financier, vous avez parlé d'ESG, je crois que voilà, c'est aujourd'hui des paramètres qui sont essentiels. Voilà, les sociétés, on les juge par des EBITDA, des cash flows, mais autre chose, par de la mixité, de la parité, par de la décarbonation. Et surtout, au-delà de ce qu'elles sont à l'instant T, c'est de les aider à évoluer par rapport à ça, par rapport à des feuilles de route qu'on se fixe, en étant extrêmement pragmatique, parce que ce n'est pas ça qui doit que guider l'entreprise, mais je pense qu'on est là pour le sensibiliser et l'accompagner. Donc je pense que c'est vraiment un nouveau rôle des investisseurs pour accélérer ce mouvement qui est une nécessité, même s'il y a la vie du quotidien des entreprises, évidemment, qui prime, surtout dans le contexte un peu plus complexe qu'on peut connaître aujourd'hui.
Parler de ESG, j'en profite pour dire à tout notre ISR, public, pardon. ISR comme vous voulez, ESG, ISR, RSE, que la Tribune fera au printemps prochain sa 2e édition d'un forum justement sur ces questions de ESG. David Intins, vous êtes le banquier de la table. On a souvent besoin d'un banquier. Il en faut un. Alors vous êtes plutôt le banquier privé, vous, donc le banquier patrimonial. Mais dans le cas des entreprises familiales, ce qui est intéressant du fait de votre présence, c'est qu'il y a souvent confusion, évidemment, entre le banquier patrimonial et le banquier du développement. Surtout par rapport à ce que vient de dire Bertrand Rambaud, c'est-à-dire qu'on est à un moment où les taux d'intérêt, effectivement, vont rendre le crédit plus cher. Et il y a une transition écologique, une mutation même de l'économie qui va nécessiter des investissements. Je pense que chez le groupe Serfim, on doit être au courant, important, voire décisif, pour pouvoir passer la décennie. Comment est-ce que vous pouvez, vous voyez les choses se passer et les besoins de fonds propres, notamment, de plus en plus importants, pourraient-ils modifier les actionnariats familiaux? C'était la question. Merci pour cette question. Alors, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Il y a une donnée qui n'a pas été évoquée, c'est le fait qu'une entreprise familiale sur 2 sera cédée en France sur les 5 prochaines années. Quand on regarde l'âge moyen des dirigeants actionnaires, on se rend compte que la phase de transition est en cours. Donc nous, en tant que banquier privé, notre rôle, c'est d'accompagner nos clients dirigeants actionnaires dans cette transition, évidemment. Et il y a un point qui était souligné tout à l'heure, et bravo pour ça. Le sujet le plus important, c'est de préparer le plus en amont possible la transmission de l'entreprise. Ça, c'est un facteur majeur. Et donc, nous, en tant que banquier privé, on est là pour conseiller nos clients le plus en amont possible. Le cadre fiscal a un peu été évoqué. On a la chance d'évoluer dans un cadre fiscal avantageux en France dès lors que la transmission est préparée. Je pense notamment on en parlera un petit peu du pacte du Trade tout à l'heure. On en parlera un petit peu après. Mais Après, nous, comment on accompagne nos clients? On accompagne nos clients sous 2 angles. La gestion de l'actif. Et l'actif, le patrimoine, il est divers, il est professionnel, il est immobilier et il est financier. On pourra en reparler, de la diversification notamment. Et l'autre angle, et on est là pour ça, on est là pour financer l'économie, accompagner l'économie. Et en gestion de patrimoine, le passif, les financements sont très importants. Et vous avez raison, on est toujours à la frontière entre le monde professionnel et le monde patrimonial. Ce qui est bien, c'est qu'à la BRED et au sein du groupe BPCE, on sait faire les deux. Et on fait les deux. Peut-être Sophie Lacoste, parce que c'est intéressant. Il y a eu vente de Lacoste. Vous avez choisi de réinvestir dans une entreprise, un peu dans le même secteur, le textile. Vous auriez pu dire, je vais m'installer en Suisse ou ailleurs. Qu'est-ce qui vous a fait dire, vous êtes allé voir, j'imagine, aussi des banquiers. Qu'est-ce qui vous a conduit dans cette nouvelle aventure, à part la passion? La passion. Que la passion. Non, c'est vrai qu'au moment d'une vente, qui en plus pour nous n'était pas anticipée, on se pose plein de questions, on se demande ce qu'on va faire. Il y a beaucoup de gens qui vous appellent, beaucoup de banquiers, beaucoup de fonds d'investissement. Enfin voilà, il y a beaucoup de sollicitations. Et puis en fait, c'est juste une question de conviction intime, comment je voulais passer mes journées, quels étaient les projets que j'avais envie de mener. Alors, on a monté un fonds de dotation familiale qui est assez important, avec 7 autres membres de ma famille, qui soutient l'émergence en art et en sport, qui s'appelle Porosus, qui a 10 ans. Et donc ça fait vraiment, je passe au moins une journée par semaine à travailler là-dessus. Et le reste de mon temps, je me suis dit que j'avais quand même envie de le passer en entreprise. Et donc, on a cherché une marque à racheter. Nous, notre savoir-faire, c'était développer une marque. Donc, on a regardé beaucoup de sujets. Et puis, comme par hasard, on est tombé sur une marque qui fait un produit iconique en sport. Bon, on ne se refait pas. Et puis, on a eu un coup de cœur. Qui avait besoin absolu. d'être réveillé, en plus. Oui, et puis qui était un quelque chose Fusal qui a 20 ans. Oui, qui était très refermé, qui n'avait jamais été vraiment abîmé, qui faisait des produits de belle qualité, reconnus, avec des salariés fantastiques, des gens qui étaient là depuis 40 ans, qui avaient des rapports avec les fournisseurs de matières, qui étaient techniquement hyper forts. Et on a eu un coup de cœur fou. Et puis oui, moi j'avais envie on est entrepreneur, enfin j'avais envie d'entreprendre, c'était évident. Je me suis dit, c'est une chance dingue de se retrouver avec la possibilité d'avoir notre projet à développer, nous. Alexandra Mathiolon, vous avez eu un appel du pied de votre voisin de gauche, peut-être, je ne sais pas, de celui d'en face aussi, sur des financements. Non, ce qui est clair, c'est que vous êtes dans un secteur, encore peut-être plus, encore sans doute que Sophie Lacoste, qui va être transformé par la transition écologique, où les besoins d'investissement sont importants. Est-ce que vous allez, compte tenu de votre
capital qui aujourd'hui est contrôlé, vous vous dites il faut que j'aurais besoin de capital, quoi, et donc pourquoi pas aller voir un capital risqueur, investisseur, développeur. Aujourd'hui, effectivement, on est très très fiers de notre modèle capitalistique, d'être complètement indépendant et ça nous tient à cœur parce qu'effectivement, je pense qu'il faut que tous les modèles existent, mais aujourd'hui, ça nous rend libres de nos choix, de nos investissements et d'avancer là où, comme l'impact, moi, va beaucoup importer pour moi, on va potentiellement privilégier les métiers, les projets où on va pouvoir avoir un impact environnemental plus marqué. En tout cas, on est libre de nos choix et on le décide avec les personnes qui sont au sein de l'entreprise, qui la connaissent. Et c'est un modèle, effectivement, que je pense qu'il mérite d'exister aujourd'hui. Après, on a des budgets d'investissement qui augmentent, qui sont importants, qui sont conséquents à la fois pour nos outils, nos matériels, même travaux publics, avec toute une transition environnementale vers l'électrique, l'hydrogène et d'autres solutions. Et puis, effectivement, des métiers qui peuvent être très capitalistiques, comme le photovoltaïque, par exemple. Et là, on peut avoir des modèles aussi, on peut avoir des modèles capitalistiques partagés. Alors, on l'a plutôt avec d'autres partenaires industriels sur nos métiers du recyclage, notamment avec des entreprises comme Vicat ou Saint-Gobain, par exemple, pour aller travailler des solutions, là, pour le coup, techniques. Et après, j'allais dire un peu au cas par cas, notamment dans le cadre de gros projets solaires, par exemple, on peut ouvrir la main, tendre la main à des investisseurs. Oui, j'ai encore un peu de boulot, mais il y a peut-être une voie. Alors, si on veut généraliser, Bertrand Rambaud, au-delà du cas de très belles entreprises qui sont autour de la table, qu'est-ce que vous voyez, vous, venir, pas que dans votre région, mais en France? Il y a une soif de capital qui, aujourd'hui, ne sera pas résolue compte tenu de la situation des taux d'intérêt par seulement de la dette. Donc, on a besoin de capital, on a besoin de fonds propres. Vous êtes une partie de la solution. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui vont venir vous voir à la sortie? Nous, on a 6 bureaux en France, 3 en Europe et 1 au Canada. Donc, on voit plein de choses. Il est évident que ça, même si à court terme, la conjoncture est plus délicate, mais c'est la vie. On a connu des crises tous autour de cette table. Les besoins sont absolument considérables. Donc, moi, je pense que les banquiers ont évidemment totalement leur rôle, mais l'industrie du capital investissement, qui est devenue une industrie aujourd'hui, Claire Chabrier, président de France Invest, sera là en fin de journée, c'est vraiment un acteur essentiel du financement des sociétés, a un rôle absolument majeur à jouer. Mais vous vous sentez mal aimé? Est-ce que vous vous sentez mal aimé? Non. Encore? Non, j'ai entendu tout à l'heure quelques remarques sur des bureaux à Singapour. Je n'ai pas de bureau à Singapour. Non, franchement, en France... Il vaut mieux un capital risqueur français qu'un fonds de pension américain. Choisissez votre banquier, choisissez vos actionnaires. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est très important. Mais vous savez, en France, on a une grande chance, c'est que l'industrie du capital investissement en France, c'est la plus belle en Europe, c'est la plus puissante. Et je pense qu'elle est extrêmement professionnelle. Donc, je crois que je crois que le sujet du dialogue entre vous et les entreprises, est-ce que c'est pas le sujet justement du long terme? Oui. De la durée. On a Alexandra qui sourit, qui dit oui, où on entendait Hermès. L'éternité face à 5 ans, 6 ans, 10 ans, je ne sais pas. Oui, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Est-ce que ça change? 15 ans, est-ce que la notion de temporalité change? Bien sûr. Chez vous, enfin chez les... Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la durée qu'on peut lire, qui parfois est excessif, on est d'accord. Il y a toujours des excès. Mais vous savez qu'on parle souvent des vilaines histoires et pas toujours des très très belles histoires. Et le gros de notre métier, je m'extrais de Ciparex, c'est des belles histoires dans ce business. Et je pense que ce métier a un mérite, c'est qu'il fait bouger des lignes. Et il y a des rendez-vous à 3 ans, à 5 ans, à 7 ans. Et quand un investisseur rentre ou qui sort, il y a toujours un fait générateur. Ce n'est pas que la part du capital de l'investisseur. Et il y a un sujet sur lequel on travaille énormément, c'est l'entrée des managers au capital. Je pense que le sujet de la partage du valeur, il est majeur. Il est vrai pour le management, il est vrai aussi pour les équipes dessous. Je pense qu'on est tous confrontés à cet enjeu de société aujourd'hui. Et on a tous une immense responsabilité par rapport à ça. Et notre métier permet de le faire. Moi, je vous donne un chiffre. 30% de nos plus-values que nous réalisons chez Ciparex sont rétrocédées aux équipes. 30%, c'est pas rien quand même. Et aujourd'hui, alors c'est vrai, essentiellement sur des membres de COMEX
Et il faut qu'on arrive à faire quelque chose de plus large. C'est un peu le gouvernement travaille sur le partage de la valeur. On pourrait faire un débat spécifique là-dessus. On n'aura pas le temps parce qu'il nous reste 8 minutes, mais c'est le sujet. On verra ce que sera le dividende salarié. Et je pense que pas de gros mots, s'il vous plaît. Chacun à sa place. C'est des choses qui vont quand même dans le bon sens. Non, mais c'est important. Non, mais on a une vraie responsabilité. Pas de confusion des genres, c'est ce que je veux dire. Mais je crois que, voilà, donc, par rapport à la question que vous posiez, il y a des immenses enjeux de financement, on le sait, mais il y a aussi des transformations d'entreprises. Et on a 2 exemples qui sont là exceptionnels. En termes de partage de la valeur, 25% du capital d'une entreprise détenue par les salariés, c'est vrai que c'est assez intéressant. Enfin, il y en a d'autres, mais c'est important. Peut-être, David Hintin, c'est un mot de conclusion, parce que vous n'avez pas eu assez la parole, donc je vous la redonne, sur le nouveau contexte, effectivement, taux d'intérêt, soif de capital. Qu'est-ce que vous voyez venir vous-même aussi dans le monde économique, des changements structurels? Écoutez, y compris dans le capitalisme familial, puisque c'est ça qu'on évoque aujourd'hui. Nous, sur le contexte, on est plutôt prudent à court terme, comme tout le monde, mais très confiant à long terme. Donc les entreprises familiales ont pour la plupart bien traversé la crise de ces 3 dernières années. On le voit dans les chiffres. Et on le voit aussi beaucoup dans notre métier de banquier privé. Les fortunes françaises, leur patrimoine se développe année après année. On est sur une croissance d'environ 6% prévisionnelle sur les 5 prochaines années. Ça veut dire que les entreprises familiales se développent et sont de mieux en mieux valorisées. C'est ce qu'on constate. Donc on est confiant. Excellente liaison pour la table ronde qui suit, qui sera animée par mon excellent collègue Denis Lafay. Quel sens donner à sa fortune d'entrepreneur? C'est la suite du Family Business Forum. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous les 4.